Virage énergie-climat, on avait déjà fait des journées de formation il y a quelques années. On est reparti de certaines diapos qu'on mettait en introduction et c'est ce qu'on a adapté et qu'on va dérouler ce soir. Donc, première notion, l'énergie. Ben, l'énergie, c'est chaque fois qu'on modifie quelque chose dans la réalité. Déplacer un paquet, c'est faire un travail. Chauffer de l'eau, chauffer un logement, chauffer un produit pour faire une réaction chimique, c'est aussi faire un travail. Une réaction chimique, effectivement, quand on passe d'un état stable à un autre, eh ben, on a réalisé un travail. Donc l'énergie, c'est bien la notion du travail. Et l'énergie mesure la quantité de travail réalisé ou bien la quantité d'énergie nécessaire pour faire tel ou tel travail. Donc l'énergie, c'est la notion d'un travail, c'est la notion d'un résultat d'une action. À ne pas confondre avec la notion de puissance. On va comparer deux cyclistes, Monsieur Tout-le-Monde, qui peut être nous, et un cycliste du Tour de France qui monte, imaginons, à l'Alpe d'Huez. Les deux sont à vélo. Monsieur Tout-le-Monde va monter, alors ce n'est pas l'Alpe d'Huez, c'est un raccourci. Monsieur Tout-le-Monde va monter en 1 heure. Il a une puissance de 120 watts. Il a donc produit une énergie de 120 watts-heure. Il a utilisé sa puissance pendant 1 heure. Le coureur, lui, va beaucoup plus vite. Il monte en 20 minutes. Il a une puissance qui est 3 fois plus forte, mais il aura dépensé la même énergie. Monsieur et le coureur, tous les deux, vous voyez bien le graphique sans... Oui, 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 c'est oui, bon. oui. D'accord. Parce que moi, si vous voulez, j'ai les images. Alors, attends, je vais... ça fait rien. Les deux personnes ont réalisé le même résultat. La différence, c'est qu'il y en a un qui a une puissance plus grande, donc il a mis un temps plus petit. Mais c'est bien le même résultat en termes de travail et en termes d'énergie. La puissance est simplement la capacité à faire un travail et l'énergie, c'est le résultat de la mise en œuvre de cette puissance. C'est globalement, on parle souvent d'énergie, mais quand on parlera d'énergie renouvelable, alors on parlera de la puissance d'une éolienne, on parlera de la puissance d'une installation photovoltaïque. Si une éolienne est très puissante, mais s'il n'y a pas de vent, elle produit zéro. Par contre, une éolienne, selon le vent moyen, mettra en œuvre sa puissance à travers le vent et l'éolienne produira de l'énergie. Donc ces deux notions sont différentes. Ce qui se passe, c'est que l'énergie elle-même, cela correspond à des watts-heure, sous-entendu les watts de la puissance mis en œuvre pendant un certain temps. Pas de remarques? Ça vous semble clair? Oui, très clair. Voilà. Donc, C'est bon. l'énergie, on peut la caractériser aussi selon son origine. Énergie fissile, le nucléaire, on est globalement d'accord que ça n'est pas une solution pour nous, ni en France, ni sur l'ensemble de la planète. Ou bien fossile, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, sur lequel on vit depuis 1 ou 2 siècles sur la planète, et effectivement, le fossile, c'est le CO2. On parlera aussi des renouvelables, au sens où ce sont des énergies qui, effectivement, sont sur un flux et non pas sur un stock. Le fossile, c'est du stock qui a été créé par les arbres, voilà, les arbres qui ont été transformés depuis des millions d'années. Le renouvelable, c'est un flux sur lequel on peut prendre une partie de ce qui nous arrive. D'autres concepts sur l'énergie, c'est si on prend l'énergie électrique elle-même, qu'est-ce qu'il y a derrière la prise de courant qui alimente mon PC et votre PC chez vous? On peut avoir des électricités d'origine renouvelable, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, ou éventuellement la cogénération si on part de la biomasse. Donc une énergie renouvelable pour l'électricité et ou, si c'est des centrales thermiques, ça peut être du nucléaire, ça peut être du gasoil, ça peut être du charbon. Donc l'électricité en tant que telle n'est pas bonne ou mauvaise, elle dépend de son origine et du processus qu'on a mis en œuvre pour sa production. Quelques ordres de grandeur importants, c'est que l'électricité correspond à 25% seulement en France
de l'énergie utilisée, et le nucléaire, malheureusement, c'est les 2 tiers ou les 3 quarts de l'électricité qui est produite. Donc, bien voir que l'énergie électrique n'est qu'une forme d'énergie, même si souvent le débat reste en disant nucléaire, pas nucléaire, et quelles sont les autres formes d'énergie. Donc, l'électricité, c'est une forme d'énergie qu'il faut caractériser selon son origine. Sur la production électrique, il faut bien prendre en compte aussi la notion de rendement. Nous, en tant qu'utilisateurs, on est attentif à l'énergie finale qui arrive à notre prise de courant et qui va être celle que l'on paye à travers la consommation du compteur. Mais dans nos raisonnements globaux, il faut prendre aussi en compte le fait qu'à l'entrée d'une centrale thermique, qu'elle soit fuel, uranium, enfin fuel nucléaire ou autre, on est obligé de mettre 3 fois plus d'énergie primaire parce que le cycle de production, la thermodynamique font qu'on perd environ les 2 tiers de la chaleur sous forme de chaleur. Les 2 tiers de l'énergie sont perdus sous forme de chaleur. Donc en France, au niveau de la production électrique, on reçoit 1 tiers de l'énergie qui a été mise au début de l'ensemble du cycle de production. D'où la notion de rendement. On a une électricité en France qui a un très faible rendement. Il y aurait d'autres systèmes à mettre en place, mais pour l'instant, c'est le système majoritaire au niveau de la production électrique en France. Continuons sur les notions d'énergie. La notion d'énergie grise, c'est celle qui est notamment, on en parle beaucoup au niveau du téléphone portable. Mon téléphone consomme peu d'énergie lui-même, mais la production de mon téléphone a consommé de l'énergie. Ce que met en œuvre mon téléphone à travers les centres, les data centers qui sont loin, fait consommer de l'énergie au nom de son utilisation. Donc l'énergie grise, c'est l'énergie qui est nécessaire à l'usage d'un produit ou d'un appareil, mais que l'on ne voit pas directement. Là, on a le cycle complet au niveau d'un appareil. On peut l'illustrer au niveau de la consommation de nos aliments. Donc l'énergie grise est souvent oubliée parce que les gens se disent, oui, mais ça consomme pas beaucoup d'énergie. Oui, mais il faut voir au-delà de l'usage lui-même, tout le cycle de vie de l'appareil et de tout ce que ça a engendré au global. Toujours sur l'énergie grise, la notion de temps de retour, notamment quand on parle d'énergie renouvelable, les gens disent oui, mais l'éolien, le solaire, on a produit, on a consommé de l'énergie pour le produire. Dans combien de temps est-ce qu'on a récupéré cette énergie? Pour le grand éolien, c'est inférieur à 1 an, et pour le solaire photovoltaïque, selon les technologies, on est entre 2, 3 ou 4 ans. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les énergies renouvelables sont intéressantes, même si on consomme un peu d'énergie pour les mettre en œuvre. Au global, sur la durée d'une installation, l'éolien 20 ans ou 30 ans pour l'éolien ou le solaire photovoltaïque, on est très bien remboursé sur l'énergie qu'on aura utilisée au début, quoi. Je continue, pas de remarques, pas de questions. Là, c'est un temps de retour énergie, hein, c'est pas un temps de retour financier. Enfin, Oui, oui, on est sur l'énergie, tout à fait. Ouais. Alors, Oui, Charles, quand tu parles d'énergie grise, c'est bien tout compris, la production au recyclage. voilà, vous avez le petit Ok. schéma à droite qui prend en compte effectivement, on a construit l'éolienne, on a fait tourner l'éolienne, on recycle l'éolienne, et en fin de compte, si une éolienne a duré pendant 30 ans, eh ben, on aura remboursé sur environ 1 an sa dette énergétique et on aura eu 29 années de production intéressante, quoi. Voilà. Alors, les chiffres peuvent varier un petit peu. Est-ce que le grand éolien, le petit éolien, bon, l'essentiel, c'est de se rendre compte que les critiques qu'on a sur cette notion d'investissement énergétique sont des critiques qui ne sont pas fondées au niveau des chiffres et au niveau du raisonnement. Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre par rapport aux centrales thermiques, qu'elles soient fuel, charbon ou nucléaire? J'ai pas de chiffres là-dessus. D'accord, Ça mériterait d'être creusé. Mais d'accord. effectivement, on Ah pourrait oui, comparer. juste une question. Non, j'ai pas de réponse à ta question. Merci. Donc, la question aussi,
c'est de se dire, on a des flux d'énergie renouvelable qui sont plus ou moins liés à la météo, et à côté de ça, on a des usages. On a vu qu'il fallait qu'on puisse se chauffer, il faut faire tourner nos usines pour les produire avec des réactions chimiques, et il faut alimenter en partie, effectivement, les modes de transport. Donc la démarche va être de se dire, à partir des sources d'énergie primaires, comment peut-on arriver à droite à nos usages en fin de compte? Ce qui nous intéresse en tant que citoyens, c'est effectivement de chauffer nos maisons, de se déplacer et d'avoir de l'énergie électrique comme notre micro-ordinateur. Donc vous verrez probablement avec Négawatt la notion effectivement de transformation des sources d'énergie primaire. On peut prendre un exemple, l'éolien produit de l'électricité. L'électricité permet de faire l'électrolyse de l'hydrogène. Et si j'ai de l'hydrogène et du CO2 qui vient, par exemple, d'une usine de biomasse, on peut produire du méthane. Et le méthane, c'est le gaz qui est déjà dans nos tuyaux, et ce méthane peut couvrir une partie de nos usages. Donc la question n'est plus d'avoir uniquement du pétrole ou uniquement de l'uranium, mais d'avoir un ensemble d'énergie primaire, un ensemble de systèmes où on va transformer, stocker et alimenter selon nos usages. Donc, c'est ce qu'on appellera l'adaptation. Alors, effectivement, le rendement n'est pas de 100%, mais plus on aura réduit le besoin d'énergie, plus il sera facile d'utiliser les sources d'énergie primaire. Et on sait par exemple qu'il y a plus d'éoliens en automne, en hiver et au printemps, alors qu'il y a plus de photovoltaïque, grosso modo, en été. Donc, selon les sources d'énergie, on adaptera les transformations, les stockages et les usages. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Je pense que Négawatt vous parlera un petit peu peut-être de toute cette chaîne d'adaptation. Une petite remarque en Oui, passant, il y a eu un rapport récent de RTE sur les capacités de flexibilité de la production et qui montrait que finalement, quand on compense, quand on regarde la production éolienne et photovoltaïque au fil du temps, en fin de compte, les besoins en flexibilité sont pas si importants, enfin que ça, enfin, moins importants que ce qui était annoncé au départ. Enfin bon, ça c'est un rapport qui vient de paraître. Donc, voilà. Et l'idée, c'est effectivement de se dire, eh bien, l'hydraulique, c'est une réserve qu'on peut utiliser de temps en temps. La géothermie, bon, en Pays de la Loire, il n'y a pas grand-chose. Il y a aussi la biomasse. La biomasse donne une énergie qui est stockable, que ce soit du bois ou du gaz. Donc avec ça, il y a eu, tu parles du rapport RTE, il y avait aussi des études de l'ADEME il y a quelques années qui montraient jour par jour comment à certains moments on stocke, à certains moments on déstocke et on est capable de suivre la courbe avec les deux. Plus après ça, le fait effectivement, on a parlé de nos économies d'énergie, le fait dans l'industrie de pouvoir c'est pas le mot déphaser, c'est l'autre mot qui est le fait d'arrêter certaines usines quand il y a une pointe de consommation, laisser passer la pointe et après ça, on reprend c'est pas le déphasage, c'est l'effacement. l'effacement. Voilà, on efface les pointes, notamment d'origine électrique, parce que ça vaut pas le coup d'avoir une pointe uniquement sur quelques jours et on reprend après. Donc, on a parlé des énergies primaires. On va adapter ces énergies primaires à nos usages. L'idée, c'est effectivement de se dire que l'énergie, c'est un vecteur. Alors, je reprends sous une autre forme les ressources de base, les vecteurs qui sont des manières de l'adapter, et à la fin, nos consommations personnelles ou industrielles dans la vie du pays. Vecteur, on en a parlé, voilà. Donc, un tout petit rappel sur l'effet de serre. L'effet de serre, ça correspond à une couche de gaz qui entoure la planète. L'image du milieu, c'est que grâce à cette couche de gaz, une partie de l'énergie qu'on a reçue revient sur la Terre, c'est la flèche rouge, et cette couche de gaz, un peu comme une couverture, maintient la température globale de la planète à une température qui a permis l'éclosion de la vie et qui a permis au fait qu'on est encore là. Si on augmente la couverture, si on augmente les gaz à effet de serre qui constituent cette couverture, alors on a trop de chaleur qui reste sur la Terre et on a un réchauffement
et un dérèglement du climat. Donc les gaz à effet de serre sont bien cette couverture, il en faut un peu, mais pas trop. Et tout ce qui se passe, c'est que depuis 1 ou 2 siècles, notamment la combustion des énergies fossiles, a amené le CO2, un des principaux gaz à effet de serre. Et toute la question, c'est effectivement de limiter nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter ce dérèglement du climat. En très résumé. Les conséquences des changements climatiques, on les voit soit dans les pays du Sud, soit directement chez nous. Il y avait un article dans Ouest France aujourd'hui sur le Languedoc-Roussillon où le fait qu'il n'ait pas plu depuis 2 ou 3 ans, ben c'est sécheresse, donc difficulté au niveau de l'agriculture, difficulté au niveau des industries, la même chose au niveau de l'Espagne. Voilà. Donc d'une part, ce n'est pas uniquement les pays du Sud, mais c'est aussi chez nous. Et si on dérègle les sociétés, si on détruit les modes de vie traditionnels, eh ben on sait que ça engendre des conflits avec des risques de déstabilisation. Les conflits sur l'eau, les conflits effectivement sur des populations qui n'auront plus à manger, qui viendront en ville, qui vont se dire qu'est-ce qui se passe. Tout ça, effectivement, c'est rappelé par le GIEC au niveau de, au-delà des conséquences, disons, physiques, toutes les conséquences géopolitiques. Les gaz à effet de serre, on en a parlé un peu. Rappel, c'est le CO2, les énergies fossiles, on a vu le pétrole, le gaz, le charbon, qui nous servent notamment pratiquement dans tous les aspects de la vie économique. Grosso modo, on utilise du pétrole. On a aussi dans les gaz à effet de serre ceux qui sont liés à l'agriculture, le méthane lié à la digestion des bovins, et puis le protoxyde d'azote, notamment les engrais et aussi certaines émissions dans la gestion des effluents d'élevage. Autre source de gaz à effet de serre, l'industrie à travers les gaz fluorés qui servent notamment les pompes à chaleur, les centrales à froid, tout ce qui est la réfrigération. Donc on voit bien que les gaz à effet de serre on est complètement dedans à travers toute la vie quotidienne, l'industrie, à travers ce qu'on mange, l'agriculture, et à travers tous les cycles de production de tout ce qu'on consomme. La notion de PRG, c'est ce qui permet de comparer des gaz à effet de serre différents. Par exemple, on voit en bas dans l'industrie que certains gaz fluorés ont un PRG extrêmement important. Ils sont en petite quantité, mais ils ont une capacité de nuisance au niveau du climat qui est extrêmement forte. On parlera aussi du méthane. Le méthane a un PRG d'environ 30 à court terme, enfin à moyen terme sur 100 ans, mais si on prend le méthane sur un temps plus court, on peut se dire que dans les 20 ans qui nous séparent de 2050, où on devrait effectivement arriver à une neutralité carbone, eh ben, ce méthane lui-même devient extrêmement important. Donc on parlera globalement des gaz à effet de serre en sachant qu'il faudrait différencier les origines et les usages, enfin à quel usage ils correspondent. On continue. Donc la question c'est, on Oui, émet Charles, trop... c'était proportionnel, là, le chiffre que tu indiquais, PRG, c'est-à-dire quand tu as PRG1, ça veut dire que le méthane, c'est 30 fois plus ou pas? Oui, voilà, on a pris Ok. le CO2 avec l'indice 1 comme étant la base de référence. Si j'ai 1 kg de méthane, j'ai un pouvoir de réchauffement de 1. Si j'ai 1 kg de méthane, ce kilo de méthane est 30 fois plus nocif pour le climat que mon CO2. Si je prends un gaz fluoré, son pouvoir de nuisance sera entre 1000 et 10 000. Donc effectivement, selon le type de gaz à effet de serre, eh bien, effectivement, même ceux qui sont en petite quantité ont une influence néfaste extrêmement forte. Il faut peut-être préciser que les émissions territoriales, par exemple pour la France, donc on comptabilise les émissions de CO2 et puis après les émissions de méthane, on les traduit en équivalent CO2 Oui, avec l'application de ce PRG de 30 par exemple. voilà. C'est pour ça qu'on Idem aura la pour le note. protoxyde Oui, oui. d'azote, etc. On parlera d'équivalent CO2 avec la notation EQ CO2 ou CO2 EQ ou GES pour gaz à effet de serre. Combien est-ce qu'on peut émettre si on reprend, selon les scientifiques du GIEC, ce que la planète peut supporter?
divisé par le nombre de voisins qu'on a sur la Terre, on est aux environs de 1,6 tonne. Alors, selon les sources ou les calculs, ce sera entre 1,5 tonne et 2 tonnes. Si on ramène ces 1,6 tonne à l'émission moyenne d'un Français, on était encore à 10 tonnes il y a quelques années d'émissions en France. Ça veut dire que le niveau de réduction, c'est de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre en France, à peu près. Mais si on se projette effectivement dans les années 2050, on sera beaucoup plus nombreux sur la planète et il faudra donc diminuer encore le quota attribué à chacun des terriens. Donc on va passer d'un facteur 6 à court terme à un facteur 8 d'ici 15, 20 ou 30 ans à peu près, quoi. Donc la réduction, ce n'est pas uniquement à la marge 1 ou 2%, c'est bien une réduction extrêmement forte. Et plus on commence tôt à réduire nos gaz à effet de serre, plus on aura une pente relativement stable, alors que plus on attendra, plus il faudra réduire de manière encore plus forte et encore plus abrupte, quoi. Donc l'essentiel, c'est de se rendre compte que le niveau d'effort, notamment en Europe, est très très fort à faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et préserver le climat. Alors, si on revient sur la planète, ben effectivement, on nous dit souvent la Chine, mais la Chine émet beaucoup. Alors, c'est un chiffre de 2019, je n'ai pas fait la mise à jour, restons simplement sur l'ordre de grandeur. La Chine émet beaucoup de CO2 ou de gaz à effet de serre parce que les Chinois sont très nombreux. Mais si on reprend effectivement par habitant, ben, en Chine, par rapport à l'Europe, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Les États-Unis sont beaucoup plus forts. Inversement, si on prend un pays d'Asie ou un pays d'Afrique, les émissions par personne sont 10 fois moindres que celles que l'on a en Chine ou en Europe. Donc il y a une grande différence au niveau des émissions sur la planète, et cette différence correspond aussi aux inégalités économiques que l'on a dans le monde. Les pays les plus riches ont le plus d'économies qui tournent à base notamment de CO2 et tout ça, et les plus riches, bah, effectivement, émettent la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre, quoi. Alors là aussi, on est sur des émissions des valeurs de 2015. Peut-être que l'écart a changé, mais l'ordre de grandeur reste probablement le même, quoi. On a vu qu'il fallait réduire énormément. On voit ces inégalités au niveau de la planète. On va les retrouver aussi chez nous en France, selon des travaux qui ont été faits par l'économiste Piketty et un de ses copains. Eh ben, on retrouve en France aussi un écart extrêmement fort. Là, j'ai mis une moyenne de 9 tonnes en France, entre 9 et 10 tonnes. Les plus pauvres, beaucoup moins, et les plus riches, beaucoup plus. Alors, on a des statistiques plus récentes où l'écart n'est plus de 1 à 8, mais peut-être de 1 à 5 ou 1 à 6. Mais grosso modo, taxons les riches, euh, permettons aux pauvres, grosso modo, de consommer un peu plus. Et déjà, avec ça, on aura réduit les émissions de gaz à effet de serre. Je caricature le débat sur l'économie, mais derrière la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi l'écart au niveau des revenus en France qu'il faut prendre en compte si on veut réduire globalement les émissions de tout le monde. Tout va bien? On continue? Tout va bien, merci. Alors, revenons en France, environ 9 tonnes par habitant. À droite, c'était une évaluation en 2018. Donc ça, c'est effectivement le Commissariat général au développement durable avec un organisme, le CITEPA, qui font ces calculs. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, en 2005, on était proche de 12. En 2018, proche de 11. Et maintenant, on est plutôt proche de 9. La question, c'est que si on regarde en bas, c'est les émissions au niveau du territoire, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de la France. Si on prend le gris plus fort, ce sont les émissions qu'il faudrait rapatrier chez nous parce qu'on a délocalisé nos usines et une partie des productions alimentaires à l'extérieur, et pourtant, c'est bien notre mode de vie. Donc il faut raisonner sur l'ensemble de l'empreinte, et là, effectivement, on est aux environs de 9 tonnes.
alors qu'on vient de nous annoncer qu'on avait réduit nos émissions de gaz à effet de serre en France il y a quelques jours, on a réduit les émissions, entre guillemets, intramuros. Donc il faudrait reprendre la statistique du gouvernement, rajouter ce que l'on doit aux importations. Alors on aura diminué un petit peu peut-être, mais on n'aura pas diminué autant que les 4 ou 5% qui ont été annoncés ces jours-ci. Donc bien prendre en compte les émissions intérieures qui sont plus faibles, mais les émissions extérieures qui viennent alimenter notre pays sont toujours aussi importantes, quoi. On est environ sur 9 tonnes actuellement en 2022-2023, quoi. Alors la courbe descend, mais elle ne descend pas assez vite pour arriver à ne pas dépasser les 1,5 degrés en 2050. Voilà un peu les émissions de gaz à effet de serre. Si on prend une répartition en France ramenée à une personne, on a les transports qui sont le poste le plus important, notamment nos voitures et puis les transports en avion. Après, il y a tout ce qui va concerner l'alimentation. On retrouve l'importance de la viande à travers les émissions du méthane et en même temps les autres productions alimentaires à travers les engrais, le méthane de la viande des vaches et les engrais des cultures sont incorporés dans les différents aliments qu'on mange. Donc effectivement, ça n'est pas le fait de manger, mais c'est plutôt ce que l'on mange qui a provoqué des émissions de gaz à effet de serre. On habite nos logements, en hiver, on se chauffe, et effectivement, le gaz, le fioul des logements mal isolés, eh bien, effectivement, sont des dépenses d'énergie qui se traduisent en émissions de gaz à effet de serre. Certainement que Negawatt vous parlera des enjeux de la rénovation. Après ça, c'est tout ce qu'on achète au niveau consommation pour se meubler, pour s'habiller, pour les loisirs. Là aussi, on a encore une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ce qu'on appelle la dépense publique, c'est le fait que nos enfants vont à l'école, on se fait soigner à l'hôpital, on emprunte des livres dans une bibliothèque. Tout ça, c'est grosso modo un peu une partie du tertiaire et les administrations qui, pour fonctionner, ont aussi des besoins en énergie. Donc, ramené à une personne, on voit ici les 5 secteurs et leur poids relatif. Notamment les 2 principaux, effectivement, nos déplacements et l'agriculture, l'alimentation. Il ne faut pas négliger les autres, mais en termes d'ordre de grandeur, effectivement, déplacement et agriculture sont les plus importants actuellement. On continue. Alors, en arrivant dans les Pays de la Loire, on va raisonner effectivement en termes d'énergie consommée. On verra après les gaz à effet de serre, mais effectivement, on a vu au début que les consommations énergie étaient un des éléments des gaz à effet de serre. Donc, on va donner des statistiques récentes sur l'énergie. Transport routier, 33% au niveau des Pays de la Loire. On est plus fort que le reste du pays. Et en même temps, le logement, les logements, grosso modo, sont moins isolés. Et puis, pourquoi logement? Enfin bref. En termes d'énergie, on a effectivement transport et logement qui représentent presque les 2/3 de l'énergie consommée. On est bien sur l'énergie. Après, on va retrouver les autres secteurs. On s'aperçoit que l'agriculture est faible en termes d'énergie, mais on verra après qu'elle sera plus forte en termes de gaz à effet de serre, parce que l'agriculture, l'énergie, c'est les tracteurs, chauffer des bâtiments, consommer quelques produits phytosanitaires, mais en termes d'énergie, ce n'est pas très important. Pour nous, dans la région, c'est le transport et le logement. Là, on est sur l'énergie. Si on passe au niveau gaz à effet de serre, à ce moment-là, on voit que l'agriculture est beaucoup plus importante parce qu'on intègre dans l'agriculture, bien sûr, le méthane des vaches et le protoxyde d'azote des céréales. Alors qu'effectivement, à gauche, c'était uniquement l'agriculture en termes de consommation du secteur agriculture. L'agriculture très importante au niveau des Pays de la Loire et les transports restent aussi très importants dans notre région en termes de gaz à effet de serre. On a aussi les autres secteurs. Et si on prend effectivement à gauche l'énergie,
logement et transport, et à droite, gaz à effet de serre, agriculture et logement. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, les logements sont, pardon, les transports routiers et l'agriculture sont très importants en termes de gaz à effet de serre, et les transports routiers et les logements étaient très importants en termes d'énergie. On peut rapidement se dire que dans notre région, quand on a fait notre scénario virage, un peu une copie locale du scénario négawatt, eh ben on a privilégié transport, logement et agriculture dans nos leviers d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie les autres, mais on avait privilégié ces trois secteurs parce que c'était les plus importants dans la région. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que d'un côté, l'agriculture consomme peu d'énergie, mais émet beaucoup de gaz à effet de serre. Inversement, les logements sont importants en termes d'énergie, mais sont plus faibles en termes de gaz à effet de serre. Notamment parce que dans le logement, on a une partie des chauffages électriques qui sont liés au nucléaire, enfin, d'autres conséquences, mais peu de gaz à effet de serre. Et en même temps, une partie des logements sont chauffés au bois, dont le bois est considéré comme renouvelable, donc peu de gaz à effet de serre. Donc voilà un peu le paysage énergétique et gaz à effet de serre au niveau de la région. Tout va bien? Oui, juste une précision pour le diagramme de gauche, du coup, énergie, on est d'accord que c'est le besoin en fait en énergie pour chacun de ces secteurs, c'est ça? Tout à fait. C'est le besoin en énergie. Ok, Ouais. La très bien, merci. c'est la consommation d'énergie finale de tous les secteurs. Ouais, Voilà. ok, merci. Énergie Les finale. transports, les transports routiers, nos voitures et nos camions qui traversent la région consomment 33% du total de l'énergie consommée. Voilà. Et en même temps, si on revient sur le graphique de droite, ces mêmes transports routiers représentent 27% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. On se base sur des chiffres de Baselis, qui est un organisme qui fait le répertoire consommation énergie et gaz à effet de serre au niveau des Pays de la Loire. Alors, on a parlé énergie. On a vu nos besoins notamment de chauffage, de déplacement, d'électricité spécifique. On a parlé des origines de l'énergie, le fuel, le nucléaire, les renouvelables. On a vu qu'il y avait des conséquences, notamment en termes de CO2. On n'a pas parlé des conséquences du nucléaire, mais enfin, on les connaît déjà un peu. Et en bas, les renouvelables ont moins de conséquences. Donc, on a déjà parlé énergie, CO2. On a abordé aussi les gaz à effet de serre. On a parlé du CO2, du méthane et du protoxyde d'azote d'origine agricole. On a parlé des gaz réfrigérants. On aurait pu parler de l'aviation, qui effectivement, le fait de se déplacer en avion induit d'autres conséquences que simplement le kérosène. Donc si on reprend les trois entités, l'énergie, le CO2 et les gaz à effet de serre, dans le débat sur la transition, on a souvent, on peut parler effectivement en termes d'énergie, on peut parler en termes de CO2 et ou on peut parler en termes de gaz à effet de serre. Donc dans le débat sur la transition, il faut pouvoir passer d'un registre à un autre en se disant, ben, le nucléaire n'est qu'une forme de production d'énergie, alors qu'il faut raisonner sur l'ensemble de l'énergie, sur l'ensemble des conséquences et sur l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc dans le débat, souvent dans les médias, on met un focus sur l'énergie ou sur le CO2 ou sur le gaz à effet de serre, et il faut dans nos démarches à nous essayer de reprendre tout ça dans une même vision globale. On va souvent parler d'énergie parce qu'effectivement le CO2 c'est le principal des gaz à effet de serre, mais en même temps l'enjeu final c'est aussi le climat et les gaz à effet de serre. Donc il faut naviguer entre ces trois grandeurs et passer un petit peu de l'un à l'autre. Voilà un peu le constat. Si on se projette dans la formation négawatt dans 15 jours, eh ben, on va parler d'économiser l'énergie, isoler nos logements, moins de besoin de chauffage, se déplacer autrement, moins de besoin de transport,
économiser sur toutes les formes d'électricité, nos machines, nos PC et tout ça. On ira développer les énergies renouvelables. En bas, l'éolienne a grandi un petit peu. Et en faisant tout ça, on arrivera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous parlerez du CO2 et vous parlerez probablement aussi du scénario after qui permet de se dire comment, au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en étant en meilleure santé. Donc voilà un peu la diapo de fin de nos petites présentations qui fait l'introduction, j'imagine, de ce que vous verrez avec Négawatt dans quelques jours, quoi. Voilà, c'est fini. Alors il y a peut-être des questions ou des remarques sur l'ensemble de ce qu'on a vu. Si vous voulez revenir sur telle ou telle diapo, n'hésitez pas. Pour ma part, c'était très clair. Merci beaucoup. Pardon? Merci pour cette présentation.